Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Cain sur Internet et Clara Benjamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour le season final, Loïc Fouquet. Salut. Loïc a été avocat pendant 4 ans dans un grand cabinet parisien prestigieux et il est désormais musicien professionnel. Et avec nous aujourd'hui, Raphaël Liotier. Hello Clara. Raphaël est avocat en droit du numérique dans un très grand cabinet parisien. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à cette dernière question de la saison. Qui est ? Est-ce le peuple qui fait la loi ? Dans cette saison de Besoin de rien, envie de droit, nous avons abordé la loi appliquée au cinéma, aux données personnelles, aux animaux, aux trolls et même aux dick pics. Alors, pour terminer ensemble, et parce que c'est la dernière, on a eu envie de vous parler de la loi c'est qui, la loi c'est moi, de on va voir c'est qui domine, et plus généralement, qui est-ce qui décide des règles qui régissent la vie entre les gens, les entreprises, les administrations, etc., 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 etc. En effet, il est coutume de dire que la loi est l'expression de la volonté générale. On est parti pour une petite demi-heure à expliquer ce que ça veut dire. Alors, Loïc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Si vous demandiez il y a quelques années à Louis XIV ou encore un peu plus loin dans le temps au juge Dredd, il vous aurait répondu que la loi c'est moi. La loi c'est moi. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est vrai ? On va le vérifier. J'ai aussi entendu ce matin à la radio la tête de liste européenne pour urgence écologique, je crois, qui disait Une des 34 listes. Voilà, qui disait que ces propositions étaient des propositions pour le souverain, le peuple qui déciderait de ce qu'il fallait faire. Donc le peuple maintenant c'est Louis XIV, donc du coup c'est le peuple qui fait la loi. La question c'est est-ce que Louis XIV, est-ce que c'est le souverain qui est, le roi qui est la loi ? Est-ce que c'est le juge ? Est-ce que c'est le souverain qui est le peuple qui est le roi ? On est complètement perdu. Oui, mais Judge Dredd du coup là-dedans. Judge Dredd, c'est le juge, mais est-ce que le juge est la loi ? Non, le juge, c'est quand même, ça reste le gardien des libertés. Bon, pour s'y retrouver, on va distinguer les 3 grands pouvoirs aujourd'hui, qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ? J'y viens. Le principe en France, c'est la séparation de ces 3 pouvoirs. Chaque pouvoir doit s'exercer indépendamment. Donc, on a le pouvoir législatif, il est exercé par le Parlement, qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc c'est l'organe qui fait la loi et qui vote la loi. D'accord, en principe. Voilà. On a le pouvoir exécutif, soit le gouvernement, c'est-à-dire le président et ses ministres, qui prennent les actes réglementaires qui permettent d'assurer l'application de la loi. Mmh. Et enfin, on a le pouvoir judiciaire, donc les juges civils, pénaux, administratifs, qui règlent les litiges et font appliquer la loi. Et oui, comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, la Constitution, à l'article 66, dit que le juge judiciaire est le gardien des libertés fondamentales. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Ok. Et donc, les citoyens, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les citoyens, ils élisent le chef de l'exécutif, le président, et une partie du législatif. Donc seulement l'Assemblée nationale, puisque le Sénat est nommé. Mais ils ne votent pas pour les juges, contrairement par exemple aux États-Unis. D'accord. Alors, et donc du coup, comment qu'on fait la loi ? Comment qu'on fait la loi ? Mais la question, c'est surtout où réside le pouvoir avant tout. C'est la question de la souveraineté. Qui est le souverain, comme le sous-entendait ce matin la tête de liste européenne pour urgence écologique. Qui est souverain ? On pouvait sous-entendre que le peuple était souverain. Bon, aujourd'hui, la souveraineté, c'est quoi ? C'est le pouvoir sur le pouvoir, ou selon le grand théoricien Kelsen, c'est la compétence de la compétence. Alors, donc c'est le pouvoir de décider qui va décider. Qui va décider ? Voilà. Les étudiants en droit connaissent très bien Kelsen, puisqu'il a fait une petite pyramide qui dit c'est quoi la loi la plus importante entre tel truc et tel truc et tel truc. Donc Kelsen parle de la compétence, à savoir le pouvoir de décider qui décide. Je crois qu'on pourrait s'arrêter là, finalement. Voilà, allez, merci. Allez, merci, bisous, à l'année prochaine. Bon, plus sérieusement, on oppose classiquement 2 théories, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Okay. Un petit suspense, je vous laisserai deviner à la fin lequel s'applique aujourd'hui et le fondement de notre société actuelle. Donc la souveraineté nationale,
Elle est posée dans la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789, à l'article 3. C'est le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Donc, la souveraineté appartient dans ce cas-là à une seule entité, un être collectif, la nation avec un grand N, la collectivité qui est indépendante des individus qui la composent. Donc les individualités ne détiennent pas le pouvoir, c'est la nation tout entière, par la voix des représentants qui sont élus. Et alors, de l'autre côté, nous avons la souveraineté populaire. Voilà, alors la souveraineté populaire, c'est le pouvoir qui appartient au peuple, et le peuple qui est composé de l'ensemble des individus. C'est Rousseau qui en parlait dans Le Contrat social, ou encore un grand monsieur pour le droit et notre société. Donc la souveraineté nationale envisage le peuple comme un grand ensemble qui est la nation, alors que la souveraineté populaire considère une somme de petites individualités qui toutes exercent une souveraineté, c'est ça ? Exactement. Et Rousseau disait que chacun n'a qu'une parcelle, mais participant au tout bénéficie de la puissance publique, de la puissance de l'ensemble. Voilà, donc la souveraineté, dans ce cas-là, elle est dépendante des individus, personnes physiques. Les représentants sont dépositaires d'un mandat pour les représenter, eux, et leur volonté. Donc la conséquence, elle est simple, c'est que dans le cadre d'une souveraineté nationale, on a une démocratie qui est représentative, on a moins de démocratie directe, les référendums sont plutôt rares, alors que dans une souveraineté populaire, les représentants doivent rendre compte à leurs électeurs. Surtout, voilà, le principe, c'est de pouvoir contrôler, de révoquer les représentants si leur attitude ne correspond pas à la volonté des citoyens qui donnent un mandat. Donc, dans une hypothèse de souveraineté populaire, il y a l'idée qu'on peut révoquer les élus. Notamment. En tout cas, qu'on peut contrôler leur attitude. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en France ? Alors aujourd'hui, le suspense est entier, mais je ne le fais pas durer plus longtemps. Aujourd'hui, la souveraineté populaire, elle n'est pas à la base de notre État moderne. On a quelques traces de démocratie participative, notamment en Suisse, mais aujourd'hui, en France, le principe, c'est la souveraineté nationale. Donc les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas à rendre de compte à leurs électeurs, ils ont le devoir de siéger à l'Assemblée, mais aucune action des citoyens n'est prévue s'ils siègent trop peu au goût des citoyens. Oui, même si on peut aujourd'hui les sanctionner en cas d'absence, en supprimant une partie de leur indemnité, mais c'est le président de l'Assemblée nationale qui décide, c'est pas les citoyens. C'est ça, ils ont un devoir, ils n'ont pas une obligation d'aller siéger. Et d'ailleurs, ça fait régulièrement l'objet de commentaires là-dessus, où on voit que des lois ont été votées avec 4 personnes trop peu de personnes. Avec beaucoup trop peu de personnes. Je ne sais pas si c'est 4 parce qu'il faut un nombre minimum de personnes présentes, blablabla. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un député n'est pas obligé d'aller siéger. Ok, donc voilà, on a quasiment fini parce que il faut quand même dire qu'on a quelques traces de souveraineté populaire. Donc on a un système qui est certes basé sur la souveraineté nationale, mais qui est un petit peu hybride puisqu'on a par exemple le système des partis qui maintiennent quand même une certaine discipline de vote et de direction à l'intérieur des partis du coup. Des élus. Donc les élus doivent quand même d'une certaine manière rendre compte via les partis à leurs électeurs. Et puis, on a des possibilités de référendum, notamment à l'initiative partagée, c'est-à-dire à la fois à l'initiative des parlementaires, puis des citoyens qui vont valider cette initiative, qui est mise en place depuis 2008 et qui va être mise en œuvre pour la première fois avec la question de la privatisation d'Aéroports de Paris. Donc, il va y avoir un référendum pour demander aux gens s'ils sont chauds pour privatiser l'aéroport de Paris ? Exactement. Ça arrive quand, ça ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je n'ai pas trop d'idées pour l'instant. Écoute, je sais pas, je prends l'avion ce week-end, je te dirai. Maintenant, on va voir quelle est la procédure classique pour fabriquer la loi. Et avant de commencer, je voudrais dire qu'il y a plusieurs écoles sur la préparation de l'émission. Il y a ceux qui écrivent tout, comme Loïc, pardon. Et là, Raphaël, il nous a fait un schéma. Je pense beaucoup trop fort. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il a beaucoup trop la flemme. Ce qui n'empêche pas qu'il va être extrêmement brillant, mais je pense que l'année prochaine, il nous fera des bonhommes bâtons. Merci Raphaël. Et donc du coup, lis-nous ton schéma, s'il te plaît. Bref, comment on fabrique la loi au Parlement, s'il te plaît ? Alors, on est en train de me faire une réputation qui ne me va pas du tout, d'autant que je viens de voir que j'avais fait un petit texte qui a été visiblement supprimé. Mais heureusement, je l'ai de mon côté, donc c'est pas un problème. Oh là là, cette cabale. Je suspecte, je pense qu'il y a un grand complot, mais je sais pas encore où.
C'est un test. C'est un test. Oui, comme le disait si bien Loïc, là, on est dans un système qui est fondé majoritairement sur un système de souveraineté nationale. Donc, on a la loi, qui est l'expression de la volonté générale, qui va être décidée, qui va être déterminée par les personnes qui ont été désignées. Donc les représentants de la nation, donc les parlementaires, les parlementaires, les exactement. députés. Les députés sont élus et les sénateurs sont désignés. Il y a des systèmes de grands électeurs, tout ça. Alors, dans le Parlement, il y a deux chambres. Il y a une chambre haute qui est le Sénat et une chambre basse qui est le Parlement. Le Parlement est élu au suffrage universel et le Sénat est élu par des grands électeurs qui sont les conseillers généraux, les conseillers municipaux, les maires, etc. Allez voter. Et les députés. S'il vous plaît, allez voter. Ok, donc comment qu'on fabrique la loi au Parlement ? Comment est-ce qu'on fait la loi au Parlement ? D'abord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le projet ou la proposition d'une loi. Il faut l'idée, quoi. Il faut l'idée. L'idée, elle peut venir soit du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif, soit du Parlement, donc soit des députés, soit des sénateurs. Donc d'un groupe de députés. C'est pas un mec qui se lève un jour et qui dit « Alors, j'ai un truc à dire ». Voilà, okay. Exactement. On va avoir des personnes qui vont se réunir et qui vont dire on voudrait présenter ce texte. On va avoir donc soit un projet de loi quand ça vient du gouvernement, soit une proposition de loi quand ça vient du Parlement. D'accord, et après tout le monde discute, tout le monde se fout sur la gueule ? Tout le monde discute. On a des commissions qui sont spécialisées dans chacune des matières et qui vont prendre le sujet, et qui vont être un groupe plus petit de parlementaires qui en réalité vont former la première architecture de la loi telle qu'elle va pouvoir être décidée par les chambres. Donc avant qu'elle soit mise devant les députés et qu'ils puissent en débattre et donc qu'ils puissent bosser dessus. Oui, tout à fait. Et là, on va avoir la première mouture de la loi qui va être présentée, du projet ou de la proposition de loi qui va être présentée devant la Chambre devant laquelle le projet a été pour la première fois présenté. D'accord. On va avoir par exemple un projet ou une proposition qui va être présenté devant l'Assemblée nationale, qui va être jugé, qui va être examiné, amendé, etc. Puis amendé, ça veut dire qu'on fait des modifs dessus. Exactement. Je l'ai fait à ta place. Non, mais maintenant tu fais toute seule. Oui. C'est génial. Écoute, incroyable. Alors, pour l'anecdote, dans le pilote que vous n'avez jamais entendu, Raphaël a un peu bloqué quand à un moment je lui ai dit c'est quoi une circulaire ? C'est bien, donc, c'est ton tour, mec. Voilà. Donc en fait, m'apprendra à ouvrir ma gueule. C'est ça. Aujourd'hui, tu vois, je m'excuse pour les erreurs de la saison. Donc du coup, j'en ai fait une à ta place. Voilà. C'est quoi amender ? Amender, ça veut dire qu'on modifie le truc. Continue. 20 sur 20 droit parlementaire. Allez. Le texte tel qu'il aura été voté par la première des chambres qui l'aura examiné va être amené devant la deuxième. Donc là, vu qu'on a commencé par l'Assemblée nationale, ça va au Sénat, mais ça peut être l'inverse. Mais ça peut être l'inverse, exactement. Ça va au Sénat. Dans ce cas-ci, il peut y avoir deux cas de figure. Soit le Sénat dit... on vote tous, c'est parfait, ce projet, cette proposition nous convient, à ce moment-là, la loi va être adoptée, c'est bon, c'est fini. Soit ils vont eux-mêmes, les sénateurs, proposer de nouveaux amendements et on va avoir la navette parlementaire qui est en réalité le passage de ce texte d'une assemblée à l'autre jusqu'à ce qu'il soit consolidé et que les deux aient voté le même texte identique. Ok. On a des cas où les assemblées vont pas être d'accord entre elles, où l'Assemblée nationale et le Sénat vont pas être d'accord. Et à ce moment-là, on pourra avoir des commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire une commission qui réunit à part égale des sénateurs et des députés et qui vont pouvoir travailler le texte ensemble. Alors maintenant, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est une QPC. Non, je plaisante. Alors, une question prioritaire de quoi ? Hop là. Non, ne fais pas ça. Okay. Est-ce qu'on a fini sur comment est-ce qu'on fait la loi à l'intérieur de la France ? Oui, parce que là, en fait, on était dans un cadre national interne et après, on va parler du niveau européen. Pour très très rapidement clore le truc, on va avoir, une fois que la loi va être décidée, on va avoir un éventuel contrôle du Conseil constitutionnel qui va regarder si le texte est conforme aux normes constitutionnelles et on aura une promulgation de la loi par le président et éventuellement des textes qui vont en permettre l'application. C'est quoi une promulgation ? Écoute, c'est
la signature par le président, par le Premier ministre et par le ministre en charge. Écoute, Et franchement, la t'as pas bluffé. publication au journal officiel. T'as pas bluffé, je suis hyper impressionnée. Fantastique, quelle performance. Non, bravo. Il a pris son temps, mais... C'était bien, Très bien. Si vous cherchez un chargé de TD en droit constitue, Première année, première séance, je suis là. oui, c'est ça. Bon, Alors du coup, la Là- deuxième séance de l'année maintenant. on est on est en deuxième année. Dans troisième année, on passe au droit européen. Parce qu'il y a quand même un élément qui est important. C'est-à-dire qu'on a les textes qu'on va décider au niveau national, qui vont être proposés par les parlementaires ou dont le projet va être établi par le gouvernement. C'est une chose. Mais on a aussi une part très importante des textes qu'on Très vote importante. en France, Qui au s'applique à niveau nous. national, Des trucs qui arrivent jusqu'à nous, ouais. qui viennent De de l'Europe. l'Europe. Et là, on a une autre procédure qui est très similaire au niveau européen pour voter les textes qui sont qui sont en majorité des directives et des règlements. Je fais juste la distinction très rapide parce que quand même, la directive, c'est un texte qui donne des lignes générales à suivre et qui va nécessiter le vote d'une loi dans chacun des pays où elle s'applique. Ouais, une directive, ça doit être transposé et adapté à l'intérieur du pays pour respecter les spécificités nationales. Exactement. Ouais. Wow. T'as vu ? Et un règlement, ça va être d'applicabilité directe. D'accord, donc un règlement, en gros, c'est le cas notamment du RGPD dont on fête Mais l'anniversaire ces on jours-ci. peut quand même, on peut quand même adapter la loi française à un règlement comme on l'a fait Je voudrais avec le RGPD. Je voudrais juste faire remarquer qu'on est tous très impressionnés à chaque fois que l'un de nous arrive à expliquer un truc juridique. Oui, alors c'est quand même notre boulot à la Oui, base. c'est ça. Ça devrait pas être impressionnant. Je suis très inquiète par le niveau auquel on en est arrivé chacun. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était la procédure, entre guillemets, normale, classique, au niveau français et au niveau européen. Alors, au niveau européen, oui. Alors après, au niveau européen, juste pour faire un petit tour très très rapide, on va avoir la même sorte de jeu entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, avec éventuellement des phases de conciliation. Pour clore complètement ce chapitre-là, la loi en France, elle a des domaines d'application qui sont restrictivement évoqués. On a un article de la Constitution qui prévoit la liste des champs sur lesquels la loi va pouvoir être établie. Et puis on J'avais a complètement oublié ce tout truc-là, c'est le vrai. règlement. C'est vrai, il y a une liste limitative des trucs qui ne peuvent être traités que par la loi. Que par la loi. Que par la loi. Et puis après, Un on a un autre texte, un exemple, toute la détermination des crimes et des délits, les éléments qui sont relatifs à l'enseignement, à la propriété. Ok. Tous les autres champs qui vont pouvoir être normés le seront par le biais du règlement, c'est-à-dire par l'exécutif. D'accord, directement par l'exécutif. Exactement. Donc directement le gouvernement qui va gérer son truc tout seul. Comment ça marche ? Exactement. Donc c'est l'ordonnance et le règlement. Alors, non, c'est pas l'ordonnance, ça va être vraiment le pouvoir réglementaire en tant que tel. C'est juste pour clore un tout petit peu sur cet élément-là. On va pouvoir avoir des incursions du règlement, de l'exécutif dans le pouvoir du législatif. Et c'est le cas pour le domaine de la loi, notamment dans les procédures de vote, en tout cas, du fameux 49.3. Ah, le 49.3, ça faisait longtemps. Manu, si tu nous écoutes. Et ce 49.3, en fait, permet de dire, vous devez voter... Pas. Ah non, pardon. Non, on fait Judge Dredd, le Seigneur des Anneaux, on fait tout. Mais dès que quelqu'un dit vous, tu vois, ça se déroule dans ma tête. Directement. Je suis turbulente ce matin, continue. Là, à ce moment-là, le gouvernement va dire aux parlementaires, vous votez ce texte directement, et si vous ne le votez pas, alors vous mettez en cause notre existence même. Donc à ce moment-là, en réalité, il faut que vous nous fassiez confiance. Okay. Et donc ça permet de chanter tout le process pour arriver au vote de la loi. Passage en force, quoi. Ouais, ça, les gens, ils aiment bien en plus quand on leur fait ça. On aime beaucoup. Ouais. Mais on a d'autres incursions possibles, évidemment. Vas-y, tu nous expliques ? Ah, ok. Excuse-moi, c'est toi. Ok, pardon. Oui, parce que, attends, là, on dit que le pouvoir législatif, il est exercé par le Parlement, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est absolument
absolue, absolument absolue. Absolument absolue, Eh de ben, mieux en mieux. pas vraiment, parce que là, il y a quelques exceptions au principe de la séparation des pouvoirs, et sous certaines conditions, le gouvernement, donc l'exécutif, mais aussi le peuple, peuvent faire la loi. Ah, donc le peuple peut faire la loi ? Absolument, sous certaines conditions. Alors, attention, tu vas lesquelles ? voir. Ouais. La première, Non, mais en déjà, vrai, je l'exécutif. sais déjà, hein, mais c'est juste pour non, vous. tu découvres. Vas-y, continue. Donc, le premier système, c'est le système qui permet à l'exécutif de faire la loi, cette fois. C'est le système de l'ordonnance. C'est-à-dire que il y a une disposition de la Constitution, l'article 38, qui permet au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent normalement du champ législatif, mais le Parlement va autoriser exceptionnellement le gouvernement à prendre des mesures qui auront vocation à devenir des lois. Donc il faut aller demander au Parlement l'autorisation pour avoir le droit de skipper le Parlement, c'est ça ? Exactement. Ok. Alors, ce qui fait que l'autorisation du Parlement, elle va être quand même limitée. Sur le contenu et dans le temps, parce qu'il ne faut évidemment pas donner un blanc-seing et un chèque en blanc, si tu préfères, au gouvernement. Non, mais un chèque en blanc, je pense que c'est très Macron, ça. Vous tu vois. vivrez dans la crainte. Voilà. Et donc, une fois que le gouvernement a pris dans le délai indiqué et sur le contenu qui était précisé les ordonnances, l'ordonnance, elle doit être signée évidemment par le président. Et ensuite, le Parlement va ratifier ces ordonnances-là, parce que si le Parlement a donné le pouvoir au gouvernement de proposer, en tout cas de faire des textes, il garde quand même le dernier mot pour les faire leur donner valeur législative. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de modification de la loi qui s'est fait par voie d'ordonnance ? Bon, il y en a eu quelques-unes ces dernières années. Je crois qu'il y a eu le Code du travail. Voilà, notamment. Qui a été réformé par ordonnance. C'est les fameuses ordonnances Macron qui ont refait de fond en comble, en mode Valérie Damido, le Code du travail. Voilà, c'était ma meilleure ref. Continue. Valérie Damido du droit du travail, c'est parfait. Valérie Damido du droit du travail. D'ailleurs, nous vous conseillons cet excellent épisode de À bientôt de te revoir avec Valérie Damido. Ah, fantastique. Non, c'était super. Vas-y, continue. Je vais l'écouter directement. Yes. Enfin. Alors, on est aussi, sous certaines conditions, donc voilà, le gouvernement peut faire la loi, mais on a aussi, évidemment, le peuple, en dernier ressort, avec le référendum. Yes. C'est-à-dire que le référendum, tout le monde connaît, tout le monde est appelé à se prononcer aux urnes. Et personne n'y va. Ah pardon, non, excuse-moi, ça c'est ce qu'on dit après. Quand même, voyons. Pour les européennes, bon, c'est pas évident pour tout le monde apparemment, mais bon. Donc le référendum législatif, il permet de faire adopter une loi directement par le peuple. Donc l'initiative, c'est le gouvernement ou le Parlement, mais le dernier mot, c'est le peuple. Ok. Voilà, donc c'est évidemment, ça reste limité sur un certain nombre de sujets, parce qu'on considère qu'on ne peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas remettre en cause et qu'on ne peut pas soumettre à la voix du peuple. Et donc aujourd'hui, l'article 11 de la Constitution limite à certains sujets comme l'organisation des pouvoirs publics, les réformes de politique économique, sociale, environnementale de la nation, les services publics aussi. Mm-hmm. Voilà. T'as un exemple de référendum pour nous ? Référendum, on va avoir aujourd'hui, bon, c'est pas tout à fait un référendum législatif, c'est plutôt un référendum d'origine. Alors, est-ce qu'il est législatif d'ailleurs ? Est-ce que c'est pas un type de référendum législatif, le référendum d'initiative partagée ? Si, sans doute. Okay. Donc, ça va être l'aéroport de Paris. Voilà. D'accord, donc ça c'est un type de référendum, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a les référendums constituants, quand on va se prononcer sur une réforme de la Constitution ou sur l'adoption d'une nouvelle Constitution. Mm-hmm. On a des référendums locaux, notamment quand on va parler de sujets qui concernent une région ou une localité. Et c'est notamment le cas du référendum qu'il y avait eu sur Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport. Tout à fait. On est beaucoup sur les aéroports. Hein. Oui, on est très, très aviation aujourd'hui. Très aviation. Voilà. On a l'adhésion d'un État à l'Union européenne qui est soumis à un référendum. Voilà. Et on voit que ce référendum, cette question du référendum, c'est vraiment au cœur des débats actuels, notamment dans un contexte de gilets jaunes, de grand débat national. C'est quelque chose dont on a envie un peu. C'est quelque chose dont les gens ont envie de ce process de référendum. En fait, il y a notamment dans les revendications des Gilets jaunes, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui une demande de
plus de participation, de démocratie participative, et surtout il y a une demande de souveraineté populaire, parce que au final il y a des revendications comme la révocation des élus, un plus grand contrôle des élus. La révocation des élus, d'ailleurs, c'était le programme d'un certain parti politique. La France Insoumise en a fait un de ses chevals de bataille. Donc c'est effectivement, il y a une demande aujourd'hui, et les revendications des Gilets jaunes font un peu écho à ces demandes-là, et à ce sentiment d'un plus grand besoin de démocratie participative, d'une plus grande implication du peuple et des individus, en fait, aux décisions de la nation. Et c'est là où on retrouve en réalité le point de friction entre ce qui va être de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Est-ce qu'on expliquait au début ? Parce qu'on a aussi une question qui est la question du nombre de personnes qui peuvent être amenées à prendre une décision. Dans un tout petit pays, ou dans un pays où il y a peu de monde, comme on l'a en Suisse par exemple, ils ont des votations très régulières. Des gens pour faire un référendum sur un sujet. Ces jours-ci sur le port d'armes. Par exemple. Oui, ces jours-ci sur le port d'armes. Et sur beaucoup de questions qui touchent au quotidien, puisqu'ils sont. On avait le port d'armes, mais on avait eu aussi. Je crois qu'il y avait eu la construction des mosquées aussi à un moment. Exactement. Tous ces éléments-ci qui pourraient difficilement faire l'objet à chaque fois de l'organisation d'un référendum pour l'ensemble de la population française, peuvent être plus facilement mis en œuvre pour une population qui est plus réduite. Mais en revanche, un texte qui est un texte voté par référendum. Raphaël mime le texte. Je mime le texte sur les schémas que j'ai fait précédemment. Il y a une sorte d'inception du schématique. Du truc qui passe bien à la radio. Ouais, vas-y, continue à mimer. Un texte qui est voté par référendum, qui est l'émanation de la volonté populaire. C'est un texte qui va pouvoir plus difficilement faire l'objet d'un contrôle et d'une sanction par une chambre de contrôle, par le Conseil constitutionnel par exemple, qui d'ailleurs ne le fera pas généralement, puisque en réalité, là, c'est le peuple qui décide. Donc le c'est un symbole texte est très fort. Qui a une légitimité absolue. D'accord. Mais à mettre en œuvre, c'est un peu plus problématique. En tout cas, si c'est une mise en œuvre très régulière. Après, disons que c'est plus facile de mettre en œuvre un référendum en Suisse qu'en France, avec nos 70 millions d'habitants et 40 millions de votants. Ok, messieurs, est-ce que vous avez fini sur ce sujet ? Oui, et on espère que vous avez tout compris. Oui, c'est ça. Et si vous n'avez pas tout compris, Raphaël vous fera des schémas. Voilà. Donc la loi, ce n'est pas Louis XIV, ce n'est pas Judge Dredd. C'est pas trop les gens non plus. C'est pas trop les gens non plus, c'est un peu un mix de tout ça. Un peu un mix de tout ça. Et pour terminer, puisque c'est la dernière de la saison, messieurs, vous qui avez été là énormément, est-ce que... Quentin hoche la tête. Je fais la moitié des épisodes. C'est vrai, t'as fait la moitié. Moi, je les ai tous faits. Oui. Bref, est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter quel a été votre ou vos meilleurs moments de la saison ? Allez, Raph, après toi. Eh bien, écoutez, moi, il y en a eu un dans lequel on s'est retrouvé en difficulté, en grosse difficulté. C'est vrai. Et j'hésitais à le citer comme étant l'épisode que j'ai le plus détesté. Mais en fait, je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. On s'est retrouvé à 2, alors qu'on aurait dû être 3. Et finalement, ça s'est très, très bien passé. Il se pourrait qu'il y ait un épisode, on ne dira pas lequel, mais si jamais vous avez deviné, vous pouvez nous le dire. Il se pourrait qu'il y ait un épisode où quelqu'un n'est pas venu. Donc du coup, on a dû un peu improviser avec Raphaël, maître Liotti, mon très estimé confrère. On a dû un peu improviser et on s'est débrouillé, quoi. On a improvisé un épisode. Voilà, si jamais vous avez deviné. On avait une bonne base, mais on a réussi à faire quelque chose qui se tenait, alors que au départ, on se disait qu'on avait un invité et qu'on aurait pu avoir une troisième voix, en tout cas. C'est ça. Et toi ? Mais moi, je crois que c'était l'épisode de Noël où on était 4 à parler de revenge porn, de dick pic, et je pense que c'est là, il y a un tournant, il y a un truc qui s'est passé, on a un peu vrillé. Oui. Mais c'était très drôle, et puis surtout c'était je crois le dernier qu'on a enregistré dans les anciens locaux de Binge avant d'arriver dans ce magnifique studio à la Villa Marcel Lodz. Et puis sinon il y a aussi notre passage remarqué dans Télérama avec notre podcast illustre sur est-ce que j'ai le droit de manger mon chat. Voilà, on s'en lassera jamais de se remémorer de ce. Je me rappelle du jour où je vous ai dit j'ai une idée géniale, on va faire un épisode. Jusque la veille j'étais là, mais vous êtes sûr vraiment du titre Parce que bon. Mais ça a fait marrer Télérama. Et donc voilà,
Hein, C'est ça. C'était un bon souvenir. Et toi, Clara ? Je crois que depuis, ma mère se balade avec ce télérama dans son sac et qu'elle le montre à tout le monde. Je vais rejoindre Loïc sur l'épisode de Noël, sur les dick pics et sur les nudes et sur les choses comme ça. Je m'en serais douté. Ouais, et parce que je trouve que c'est vraiment peut-être l'épisode où on a eu la plus jolie complicité tous ensemble et où en fait on s'est servi de nos connaissances juridiques pour vraiment expliquer un truc aux gens et pour se marrer. Et pour moi, c'est là où on a vraiment touché du doigt le but un peu de cette émission, qui est de montrer aux gens que c'est pas loin, c'est pas chiant, c'est pas si compliqué que ça. Le droit, viens, assieds-toi et on discute. Et voilà, et donc je trouve que c'est peut-être l'épisode où on a le plus réussi à dépasser le côté il faut qu'on fasse une émission et à vraiment à parler aux gens et à leur raconter des trucs. Donc du coup voilà, et puis on s'est bien marré. Voilà, réécoutez cet épisode, réécoutez toute la saison. Avec des superbes anecdotes distillées savamment par Mathieu Gaillot. Par Mathieu qu'on embrasse, qui est à Cannes, le salaud. Oui, avec des anecdotes distillées par Mathieu. Et donc voilà, je garde un très 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 joli souvenir de l'épisode de Noël, le spécial nude, qui s'appelle dans votre appli de podcast Comment se sortir d'un revenge porn. Voilà, messieurs, quelque chose à ajouter? Merci à Binge Audio pour son accueil. Oui, merci à Quentin qui réalise l'épisode d'aujourd'hui. À Quentin et à tous les producteurs qui ont travaillé avec nous réalisateurs qui ont travaillé avec nous sur les épisodes. Merci également donc à Solène qui a réalisé un grand nombre d'épisodes. Raphaël, quelque chose? Je disais un grand merci. Un grand merci. Merci à toi, évidemment. Et merci à toi, Clara, absolument. On est tous très reconnaissants et merci à Joël Renès d'avoir eu l'idée de cette émission. Un soir où il me racontait des trucs sur un certain Airbnb où ça a mal tourné. Bref, il vous expliquera lui s'il a envie. Besoin de rien, envie de droit est un podcast réalisé par Quentin Bresson et produit par Binge Audio. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur les applis de podcast. Vous pouvez nous suivre, nous liker, vous abonner, nous mettre des étoiles, nous envoyer des commentaires. Et on se retrouve très bientôt. Binge.